Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Je suis ravie d'accueillir Julia Pagani. Julia est une femme talentueuse et passionnée qui gère de front sa carrière et son projet passion. Le jour, elle travaille dans un bureau. Le soir et lors de son temps libre, elle est mannequin grande taille, directrice des calendriers Pagani qui mettent en avant les femmes dans toute leur splendeur. Elle est aussi personal shopper et conseillère en images. Vous l'aurez compris, c'est une femme multifacette qui porte un message fort, celui de la confiance en soi, en cassant les codes et les normes. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, son projet entrepreneurial, son audace et la manière dont aujourd'hui elle kiffe la vie en mixant sa passion et son job. Elle nous livre d'ailleurs de précieux conseils dans cet épisode, surtout pour celles qui veulent lancer un projet de cœur à côté de leur job. Coucou Julia, je suis hyper contente de te recevoir ici. Coucou Nathalie, c'est moi qui te remercie, je suis ravie. J'aime bien commencer l'interview. Tout commence par un rêve. Ouais. Quel est le tien de rêve, Julia ? Écoute, ce serait de pouvoir allier la passion au travail, de pouvoir, pourquoi pas par la suite, vivre de la passion et laisser tomber le travail, que la passion devienne un travail à plein temps, mais quand on est passionné, du coup, ça reste moins des obligations et beaucoup plus de magie et puis de motivation, tout simplement, tous les matins, de se lever pour aller faire quelque chose qu'on aime. Donc, le rêve absolu, ce serait de vivre de la passion. Merci. Et justement, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Écoute, je m'appelle Julia Pagani, j'ai 40 ans. Je travaille dans l'administration. Je suis assistante de gestion, ça c'est mon travail de tous les jours. Et à côté de ça, je suis mannequin pour la mode grande taille. J'essaye de développer un peu plus cette mode qui, selon mon opinion, ne va pas très très vite en France. Donc on essaye de faire des tout petits pas pour que cette mode grande taille devienne pleinement reconnue. Donc je travaille en tant que mannequin, mais je travaille aussi en tant que consultante pour pouvoir aider des marques à créer plus grand, voire plus grand, essayer d'uniformiser un peu les tailles et de proposer du style pour toutes les tailles. Donc ça va du créateur qui fait de la taille standard jusqu'au créateur spécialisé dans la mode grande taille à qui on donne des conseils pour pouvoir proposer plus de pouvoir d'achat, proposer plus de création aussi et plus de mode pour les femmes rondes. Tu es une femme multifacette, ouais. Avec un parcours professionnel et à la fois, si je comprends bien, un parcours entrepreneurial et une mission que tu as envie de porter. Est-ce que tu peux nous partager les moments clés de ton parcours jusqu'à maintenant et ce qui a fait, qui t'a donné envie d'avoir cette passion, vocation à côté ? La mode grande taille, elle a commencé il y a 12 ans pour moi. Elle a commencé complètement par hasard parce que j'ai rencontré la mode grande taille en Australie. Je voyageais en tant que touriste et j'ai rencontré des personnes qui faisaient de la lingerie grande taille et je n'avais jamais su ce que pouvait être de la lingerie grande taille en couleur, à la mode. Jamais je n'avais vu des soutiens-gorge aussi sexy et fashion pour des grosses poitrines ou alors des culottes, des strings, enfin plein de lingerie tout aussi dingue qu'on n'a pu que voir dans la mode dite standard. Et puis, en fait, ça m'a inspirée. Je me suis dit, écoute, pourquoi on ferait pas ça en France ? Pourquoi moi, j'ai des difficultés en France à m'habiller tant sur la lingerie que sur le sport, que sur la mode tout court ? Pourquoi moi, je peux pas avoir le style d'une nana en taille 36, mais en taille 46 ? Et du coup, je suis arrivée en France, je suis revenue en France et je me suis dit, ok, je vais commencer à courir un peu les castings, je vais partir de la base en fait, je vais faire un book que je vais mettre en ligne et ce book en fait, il sera à disposition de toutes les personnes qui travaillent tout simplement dans la mode. Il n'y a pas d'histoire de grande taille, etc. Et en fait, à force de postuler à des castings, à force de montrer une image qu'on n'attendait pas toujours au sein des castings parce que quand on recherche une mannequin, en général, on recherche une femme qui est grande et qui fait du 34-36. En proposant des
des candidatures avec d'autres mensurations, d'autres styles, des origines aussi, des origines donc de l'Inde et du Vietnam pour moi. Et ben en fait, soit ça a effectivement inspiré des personnes dans le monde du casting, ou soit ça a inspiré des gens qui étaient dans la création et qui se sont dit, ok, pourquoi on ferait pas plus grand? Pourquoi on ferait pas des tailles encore plus grandes pour pouvoir habiller les femmes? Et puis en fait, de rencontre en rencontre, on commence à faire des photos, on commence à vraiment s'éclater sur le plan de l'art. On exprime en fait son art au travers de la silhouette qu'on a, au travers du corps qu'on a. Et en fait, on va petit à petit imposer, pourquoi pas, imposer et proposer des silhouettes plus rondes et des formes plus généreuses. Donc, pendant ces 12 ans, j'en ai profité pour faire des photos. J'ai fait un peu de défilé. J'ai aussi participé tout simplement en tant que consultante auprès des marques pour pouvoir leur donner du conseil. Et puis, écoute, après, un jour, en discutant avec un photographe et ami, on discute du calendrier Pirelli. Et ce calendrier, en fait, il a des mannequins classiques. C'est un calendrier de mode que Pirelli offre à ses meilleurs clients pour pouvoir mettre en avant ses produits Pirelli et bien sûr des mannequins. En 2015, on apprend que Pirelli a une femme grande taille, a une mannequin grande taille dans son calendrier et on se dit waouh, viens, on va aller voir ce qui se passe dans ce calendrier. Et en fait, dans ce calendrier, c'était bien une femme grande taille, mais elle était grande de taille. Ça n'était pas une mannequin grande taille, tu vois. Et en fait, de Pirelli à Pajani, il n'y a eu qu'un pas. On s'est dit ok, pourquoi pas nous? Pourquoi on n'irait pas raconter en fait l'histoire des femmes rondes au travers d'un calendrier? Et ça permettrait en fait aux gens, au public qui nous connaît ou qui ne nous connaît pas, de pouvoir passer 12 mois tout en volupté, tout en générosité et en rondeur avec 12 femmes qui sont venues donc nous raconter leur histoire et qui sont venues représenter notre calendrier pour l'édition 2016. Et après, en 2016, l'envie de faire encore plus fort, plus grand, plus international. On se lance pour l'édition 2018, le temps de travailler pendant 1 an et surtout de mesurer un peu les retombées de ce calendrier qui a été super médiatisé. Du coup, en 2018, on change de photographe, on change d'équipe, on va chercher des mannequins qui se trouvent un peu partout en Europe. C'était difficile d'aller encore plus loin au travers du monde parce que ça demandait des moyens et le calendrier reste un projet autofinancé. Donc, en 2018, on a fait avec des Européennes, des Allemandes, des Polonaises, des Belges. Surtout, on a beaucoup travaillé avec la Belgique. Et puis, en fait, en 2018, on a sorti la 2e édition du calendrier. De 2018 à 2021, 22, il ne s'est pas passé grand-chose parce que les années Covid ont eu un fort impact sur la créativité et puis même pour le milieu des artistes, ça a été quand même 2 ans assez difficiles. Cela dit, j'ai vendu une marque de vêtements grande taille. J'ai été repérée pour représenter en fait une marque allemande qui voulait se lancer en France et qui du coup m'a demandé en tant que mannequin grande taille. Quand j'ai essayé les vêtements de la marque My Pepita, donc la marque que j'ai vendue pendant presque 2 ans, là je me suis dit waouh, nous c'est ça qu'il nous faut en France et j'ai demandé à la marque en fait de représenter ces vêtements et de pouvoir les vendre au sein d'un showroom à Paris. Du coup, c'est là où moi j'ai pu rencontrer beaucoup de silhouettes, j'ai pu rencontrer beaucoup de femmes qui sont venues me raconter leurs difficultés. Je cite souvent l'exemple de cette femme qui n'avait jamais porté une robe dans sa vie. Pour moi, ça me paraissait complètement dingue, mais pour elle, c'était une vraie belle découverte de porter une robe pour la première fois et de la trouver dans sa taille. Donc, effectivement, pendant 2 ans, j'ai vendu cette marque et c'était vraiment une belle aventure. Ça m'a appris énormément de choses. Et puis aujourd'hui, écoute, maintenant que le Covid commence à passer doucement mais sûrement et que les activités reprennent un peu, je vis toujours avec l'envie de créer un 3e calendrier, bien sûr. Et j'ai maintenant de nouveaux projets pour cette année. Ouais. Écoute, tu as un parcours génial et rempli de multifacettes. Quel est le message que tu souhaites porter justement par la création de ce calendrier? Parce que c'est quand même un cheminement pour toi et plus après le fait de rentrer en relation avec ces femmes grande taille. Écoute, moi, c'est un message que j'ai pu communiquer pendant mes années de calendrier. Ce message, il est tout simple. Il est dans l'idée de parler à la Julia que j'étais quand j'étais gamine. Parce que quand j'étais gamine, j'avais du mal à m'identifier. Je ne savais pas qui pouvait me ressembler parce que sur les magazines et sur papier glacé, on avait des mannequins qui étaient hyper filiformes, qui étaient hyper minces. Ça n'empêchait pas qu'elles étaient hyper belles, mais c'était difficile de les idéaliser quand moi, je n'avais pas ce corps-là.
Et quand tu voyais, il y a encore quelques années, des mannequins en plastique dans les boutiques qui avaient des silhouettes qui te ressemblaient pas, aujourd'hui, quand tu fais un comparatif avec de grandes marques de sport aujourd'hui qui font des mannequins en plastique mais avec des silhouettes généreuses, tu te dis qu'il y a un vrai progrès, il y a une vraie avancée. Tu arrives à regarder les vêtements sur ce mannequin en plastique, mais un mannequin qui a des formes et du coup, tu arrives à projeter en fait comment va être le vêtement sur toi. Donc, au travers de ce calendrier, effectivement, il y a l'histoire de mes mannequins, il y a l'histoire des personnes qui sont venues poser pour moi. Je les appelle presque même pas mannequins parce que j'ai eu des personnes, bien sûr, qui étaient en agence et qui vivaient de ce métier, mais j'ai aussi eu Madame Tout-le-Monde qui est venue me raconter son âge, qui est venue me raconter son parcours. Et en fait, l'histoire de toutes ces femmes, c'est pour moi un super symbole de pouvoir s'assumer, de pouvoir se dépasser au travers de ce qu'on a été avant et de ce qu'on peut être maintenant, tout en vivant en fait dans notre génération et en vivant à notre rythme avec tout ce que nous propose la vie aujourd'hui. Donc effectivement, ce message, c'est plutôt le message de l'ouverture, le message de l'acceptation et surtout le message d'une certaine éducation parce que ça change en fait, ça change l'esprit et ça change même ton regard et ton ouverture d'esprit quand tu vois un calendrier avec des femmes que tu n'attends pas. À ceux qui ne connaissent pas la mode grande taille, leur apprendre ce que nous pouvons être et surtout ce que nous souhaitons être. Du coup, c'est un message hyper fort que tu portes auprès de ces femmes et tu le portes en étant en plus toi-même une femme multicasquette parce que tu gères ça en côté de ton emploi de jour, on va dire, comme tu l'as expliqué. Est-ce que tu peux expliquer justement à des femmes qui souhaiteraient se réinventer professionnellement, comment tu gères ces multicasquettes et comment tu jongles avec tout ça dans ton quotidien? C'est pas toujours évident, mais quand tu as envie, quand tu es passionné, quand il y a quelque chose qui te porte, tu te donnes les moyens. On dit souvent aux enfants, quand on veut, on peut. Mais en fait, dans la vie et pour les adultes, c'est la même chose. C'est-à-dire que le temps, si tu veux le trouver, tu vas le trouver. Il y a des choses où tu vas faire des concessions. C'est sûr que pendant mon calendrier, j'ai pas fêté les fêtes de Noël ou certains anniversaires avec ma famille, par exemple. Ils savaient que c'était quelque chose qui me portait, qui m'animait, qui me rendait heureuse. Donc, je me suis beaucoup excusée, mais pour autant, eux savaient de leur côté qu'il fallait ce temps aussi pour pouvoir faire une cagnotte, pour pouvoir financer ton projet. Il fallait passer à la télé, fallait passer à la radio pour te faire connaître. Et puis, plus tu te fais connaître et plus tu peux rencontrer des gens qui peuvent t'aider. Effectivement, je pense qu'il y a eu des soirs où j'ai eu des gros moments de fatigue, j'ai eu des moments où le corps te lâche un peu parce que ton mental réfléchit trop et ton corps ne te suit plus. Mais pour autant, je pense que l'envie de se réinventer, c'est un peu tous les jours. Tu as toujours envie d'apprendre, tu as toujours envie de comprendre, tu as envie de savoir ce qui se passe autour de toi. Et si aujourd'hui tu te sens l'âme, ne serait-ce que d'une petite leaduse, parce qu'il n'y a pas besoin d'être tout de suite dans la World Company, tu vois. Je pense que si tu te sens d'animer des choses, de pouvoir parler aux gens, de pouvoir les emmener avec toi, moi en tout cas, c'est ce qui me fait vibrer beaucoup, c'est de voir qu'il y a certaines femmes qui me disent, ah bah écoute, j'ai vu une story avec une marque dont tu parlais et le lendemain eh ben, je me suis acheté tel ou tel vêtement parce que je l'ai vu sur toi et en fait ça m'a inspiré et je me suis dit que si c'était bien sur toi ça pouvait être bien sur moi. Mais moi, j'achète ce genre de choses. Je trouve que c'est génial de pouvoir donner des conseils, de pouvoir aider. Moi, ce qui m'anime le plus, c'est de redonner la confiance aux femmes, qu'elles soient rondes, minces, grandes, petites, peu importe. C'est déjà difficile d'être une femme aujourd'hui et encore plus de nos jours. Donc, redonner confiance, booster l'estime de soi, pouvoir les aider aussi dans leur parcours. J'ai accompagné certaines personnes pour faire du shopping. Enfin, voilà, c'est l'idée d'être la bonne copine, mais de professionnaliser ça, ça t'apporte une carte supplémentaire et ça te fait grandir. Et je pense que le fait de se réinventer et de faire beaucoup de choses, tant professionnellement que personnellement dans sa vie, c'est grandir un peu plus chaque jour. Et le fait d'apprendre, ça te rend hyper mature et surtout très ouverte sur le monde. Et justement, on dit que se réinventer professionnellement, c'est aussi partir à la découverte de soi, de qui on est. Absolument. Mhm. Et le fait d'explorer ce projet, de faire tout ce que tu as fait sur la partie calendrier, la partie gestion d'une marque pendant 2 ans, Oui. est-ce que tu peux nous dire en quoi tu as appris à te connaître davantage? Est-ce que ça a pu révéler sur toi et que tu souhaiterais partager? Écoute, en fait, oui, effectivement, c'était aussi une expérience hyper personnelle parce que j'ai appris beaucoup de choses qui étaient des qualités que j'ignorais.
Et j'ai aussi vu beaucoup de défauts, des défauts que tu peux avoir parce que tu t'impatientes, parce que tu as envie que les choses aillent vite et bien. C'est difficile de monter son projet quand on est seul parce que pour le moment, en tout cas sur les débuts, j'ai pas eu la possibilité de payer des personnes pour m'accompagner. Donc il a fallu être logisticienne, il a fallu être chef d'entreprise, il a fallu être aussi la petite main qui porte les cartons pour pouvoir faire un vernissage. Il a fallu aller chercher, faire pas mal de prospection, etc. Donc là, multicarte, c'était vraiment le cas de le dire. Il a fallu tout faire à son rythme, malgré tout. Mais le fait de te dire que tu as réussi et le jour où tu es à ton vernissage et que tu proposes aux gens la fin de ton projet, moi, je le compare beaucoup à avoir fait un enfant, avoir l'idée d'avoir fait un enfant, parce que c'était tout un cheminement pour arriver jusque-là. Et quand on a donné naissance au calendrier, c'était vraiment l'invitation, voilà, comme quand on vient présenter son fils ou sa fille. Donc, vraiment, c'est une image qui a été très, très forte. Et le fait de pouvoir se découvrir, se redécouvrir, apprendre ce qu'on est capable de faire, de se dépasser aussi pour pouvoir réussir, bah, c'est un énorme challenge, mais c'est un challenge qui est passionnant. Et du coup, bah, j'ai beaucoup appris sur moi et aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir repartir sur l'édition d'un 3e calendrier, mais en faisant peut-être mieux, en ayant tiré des leçons du passé et puis en changeant certaines stratégies ou certaines pistes d'action pour repartir sur un 3e projet. C'est une excellente nouvelle, justement, ce 3e calendrier dont tu parles, cette nouvelle édition. Et tu Ouais. parles justement aussi dans ton projet d'un cheminement et du fait d'y aller petit à petit pour ce projet justement du calendrier. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le premier pas, parce que ça semble être un projet de longue haleine. On voit ça comme un peu, toi tu parles d'un bébé, mais du coup un peu une montagne à franchir. Quel a été ton premier pas, ta première étape sur lequel qui t'a permis d'enclencher la grande machine des calendriers Pagani? Ben écoute, la première base, mon premier pilier, c'était le photographe avec qui j'ai travaillé. C'est quand même lui qui a été l'artiste du calendrier et lui aussi venait avec ses envies, sa créativité. Donc il a fallu au départ qu'on en parle et qu'on construise une fondation solide tous les deux pour pouvoir mettre en place en fait ce qu'on imaginait, ce qu'on avait envie de faire, ne pas se marcher dessus l'un et l'autre pour pouvoir proposer des thèmes. Donc la stratégie première, elle a été d'élaborer un thème un mois sur 2. Chacun faisait un mois, comme ça, chacun travaillait son propre petit tableau en se disant voilà ce que je vois pour le mois de février. On prend le mois de février avec le mois de l'amour. On a fait un thème tout en rouge autour d'une mannequin magnifique qui est venue porter ses couleurs et porter elle-même sa silhouette à notre service, au service du calendrier. Donc, au départ, on est les deux créateurs de ce calendrier. Et après, le cheminement, ça a été de pouvoir ouvrir une cagnotte pour appeler le public à nous aider au financement. Ça, c'est une énorme épreuve. Tu as l'impression de quémander, tu as l'impression de faire la manche pour pouvoir demander des sous, en fait, et demander à ce que les personnes t'aident au financement. Ça, vraiment, la levée de fonds, c'est une épreuve. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et après, la médiatisation. Au moment où le calendrier a commencé à se construire, on a proposé au public de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'est armé massivement d'un vidéaste de talent qui nous a suivis tout au long des backstage, tout au long de la création du calendrier. Et ça a permis de faire vivre cette aventure au public pour que le public continue évidemment à nous aider sur le plan financier, mais surtout à nous soutenir sur le plan médiatique, de pouvoir partager un peu tout ce qu'on était en train de faire pour la création et la finalisation du calendrier. Et puis après, bah, c'est la rencontre auprès des médias, d'aller chercher des personnes à contacter pour pouvoir se faire connaître. Et après, ben, une rencontre en emmène toujours une autre. Voilà, donc on a fait de belles rencontres et puis on a été recommandé aussi par d'autres professionnels du métier. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir un petit monde qui s'est créé autour de nous et qui nous a beaucoup aidés. Tu as effectivement aujourd'hui une belle communauté qui te suit sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et quand tu parles de cheminement de ton projet et des différentes étapes, si je résume, et dis-moi si c'est bien ça, donc tu es parti d'abord de l'idée, étape 1, numéro 2, la conception, réalisation, ensuite la réalisation de cette cagnotte, parce que tu as parlé d'un projet autofinancé, et en 4, la médiatisation.
Donc, ces Absolument. étapes-là, c'est un petit peu les étapes clés pour toutes les femmes qui ont un projet de cœur, qui veulent aussi certainement, celles qui veulent se lancer à côté de leur job, on va dire. Et la partie qui fait la plus peur, je pense que l'idée, la conception, c'est OK. C'est plus la partie cagnotte et médiatisation. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes astuces, tes tips sur la partie cagnotte, que faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour Écoute, quelqu'un qui voudrait faire ça? quitte à prendre du temps, il vaut mieux se concentrer sur l'idée d'un projet bien fait plutôt qu'un projet vite fait, mal fait. Et je m'entends dans ce que je te raconte, c'est-à-dire qu'on a préféré comparer. On est allé rencontrer plusieurs lanceurs de projets, plusieurs personnes qui faisaient des cagnottes en ligne, et on a comparé parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont très bienveillantes, qui veulent t'aider, etc., mais qui prennent une part folle sur ta levée de fonds, qui prennent une commission immense. Et du coup, ces personnes sont peut-être un peu plus connues médiatiquement, mais si c'est pour perdre derrière, pour avoir vraiment une énorme somme à leur redonner, je pense que il valait mieux partir peut-être plus petit. On est passé par My Major Company, on est passé par Ulule, les deux lanceurs de fonds qui nous ont aidés pour ces deux projets. Effectivement, il y a d'autres marques qui sont peut-être un peu plus connues, mais là, ça vaut vraiment le temps de s'arrêter, ça vaut vraiment le temps de prendre le temps de comparer un peu les personnes qui te font des offres. Parce que derrière, effectivement, je comprends que tout le monde y trouve son intérêt, mais il y a certaines personnes qui ont vraiment été dans un abus fou. Et en fait, sous prétexte qu'elles veulent t'aider, elles prennent une commission qui peut être vraiment trop importante. Et du coup, c'est toi qui es un peu perdante dans cette histoire. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de comparer les offres tout simplement. Ça, c'est la première chose. Et puis après, la seconde, c'est de pouvoir avoir aussi des équipes au sein de ces lanceurs de fonds, des équipes qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner des conseils tout au long du cheminement de la cagnotte. La cagnotte a été sur plusieurs mois, donc au début, on s'est dit, OK, ça va être relativement lent, mais avec la médiatisation, je suis passée à la radio, par exemple, j'ai parlé 8 minutes et j'ai récolté 1 000 € en 8 minutes. Et là, en fait, c'était vraiment des choix qui ont été faits parce que j'avais comparé et parce que j'avais pu avoir ces opportunités de pouvoir médiatiser au plus possible le calendrier qui était en création. Donc, effectivement, je pense que la levée de fonds, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, qui est très stressant. Très honnêtement, je voudrais être le plus positif possible sur ce conseil que je donne, mais pour autant, je pense que ça a été l'épreuve la plus difficile de la conception du calendrier. Donc, tu n'as pas que tes amis qui donnent, tu as aussi des gens qui ne te connaissent pas. Il faut leur parler, il faut expliquer ton projet, il faut répéter plusieurs fois. Il faut vraiment être sûr de toi dans ce que tu veux. Et surtout, en fait, au-delà du produit, c'est la passion que tu vas mettre dans ton projet qui va être la plus vendeuse, même au-delà du produit. Comme le dit très bien Simone Sinek, on n'achète pas le quoi, on achète le pourquoi. Et c'est vraiment cette mission, Exactement. je pense, que tu as fait transmettre. Merci de cette transparence. Effectivement, le but, c'est pas d'être positif ou autre, c'est d'être vrai. C'est ce que je souhaite faire passer dans ce podcast. Bien sûr. Et parce que la cagnotte, c'est vraiment l'étape redoutée. Tu parlais Ouais. aussi de la médiatisation donc, que tu as fait du coup, en parallèle de la mise en place de cette cagnotte. Est-ce que tu peux nous Oui. parler un petit peu plus des timings, comment tu as géré ça et comment tu as réussi à te faire inviter à cette radio, à cette interview? Justement, en fait, tout est vraiment c'est un timing qui est extrêmement serré. Tu sais à quel moment tu dois vendre le calendrier, d'autant qu'en plus, le calendrier, c'est ce qu'on appelle un produit de saison. En moyenne, entre novembre et février, c'est là que les gens vont commencer soit à anticiper l'achat d'un calendrier ou soit en janvier-février, ils peuvent se dire, voilà, l'année commence, je vais m'acheter un calendrier qui sera de mon style, de mes souhaits, ou alors pour pouvoir tout simplement l'offrir. Donc, on est sur un timing vraiment très, très serré au niveau du temps de vente. Sur novembre à février, nous, on a fait notre vernissage en décembre. Donc, ça nous a permis de vraiment pouvoir promouvoir au maximum le calendrier et le vendre sur place. Mais la médiatisation, elle était bien avant. Elle a été d'une part pour avoir les fonds pour la cagnotte et d'autre part pour lancer le calendrier qui était prêt et qui devait en fait apporter un maximum de monde au vernissage. Donc, 2 étapes de médiatisation. Pour la cagnotte, l'idée, c'est d'en parler un peu tout le temps, un peu tous les jours sur les réseaux sociaux, faire des stories, partager les stories avec ton public qui lui-même repartage pour pouvoir demander de l'aide pour notre cagnotte. Ça a été la partie 1 de la médiatisation. Et après, la partie 2, c'était vraiment, le calendrier était fait, il n'y avait plus qu'à attendre la date du vernissage. On a fait des flyers pour le vernissage pour pouvoir inviter un maximum de monde. Et là, l'idée, ça va extrêmement vite aussi.
c'est de pouvoir faire venir du monde et du monde qui achète ton calendrier le jour du vernissage. Donc oui, 2 parties de médiatisation. Et puis, écoute, pour trouver les contacts, c'est tout simple. Tu prends ceux qui te font rêver, tu les mets sur une liste. Tu prends ceux qui sont possibles, tu les mets sur une liste. Et tu prends ceux que tu as déjà et tu les mets sur une liste. Et le but, c'est de ne pas te mettre de limite, c'est d'appeler ces 3 listes en te disant que de toute façon, tu n'as rien à perdre. Et en fait, des fois, tu as des réponses que tu n'attends pas. Et c'est souvent ceux qui te font rêver qui te répondent. Et peut-être même tes amis ou ceux qui sont sur la liste que tu as déjà qui ne te répondent pas. Et en fait, moi, j'ai pris tout ce qui me faisait rêver. Effectivement, j'ai pas eu de réponse magique. J'ai pas eu Beyoncé qui m'a appelé pour me dire hey, non, on n'en était pas encore là. Mais en tout cas, j'ai eu des contacts qui m'ont dit écoute, nous, ton calendrier, ça nous botte vachement. On a très envie de savoir ce que tu fais. On a très envie de savoir ce qui va se passer et on a envie d'en être. On a envie d'être là le jour où ça va sortir. Donc, écoute, viens en parler chez nous, viens en parler à la radio ou viens en parler même pour certains médias, des journaux, etc. Et du coup, en fait, c'est ces contacts-là qui m'ont appelé et moi, j'ai foncé. Enfin, en tout cas, j'étais là pour ça. Et puis, j'en ai profité pour aller en parler, en faire un maximum de promotion. Du coup, tu étais la porteuse du projet, tu étais celle qui a eu tous les contacts et qui a été un petit peu à l'audace pour pouvoir Oui, absolument. justement véhiculer tous les messages que tu voulais faire passer par ton calendrier. Mhm. Combien tu devais en vendre ou en pré-vendre pour que le projet soit viable? Écoute, malheureusement, c'est ça qui m'a manqué surtout pendant la première expérience du calendrier, c'est que je manquais en fait d'équipe commerciale, je manquais de community manager, je manquais de personnes qui étaient sur le plan des finances. Tu vois, quelqu'un qui aurait été capable de me cadrer sur le plan financier pour me dire, écoute, le business plan, il est comme ça, tu dois en vendre tant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Donc, honnêtement, j'y ai été à l'instinct. Je me suis dit, j'en vendrai autant que j'en vendrai parce que de toute façon, quand je ferai la 2e édition, j'en vendrai plus et ainsi de suite. Donc, j'y suis un peu allée au rêve, si tu veux. Je me suis dit, écoute, j'ai acheté X calendrier, il faut que je vende tout. Et puis, si après, je dois avoir encore des dettes ou devoir de l'argent, en fait, c'est pas du premier coup que ça fonctionne. Il faut un peu, je dirais pas tomber, mais en tout cas, il faut un peu trébucher, il faut un peu marcher de travers, il faut un peu que les choses aillent au départ un peu au feeling. Je dis pas de perdre des milliers de sommes d'argent, mais en tout cas, le but, c'est quand même de se dire, fais-toi plaisir, tu es parti de rien. Donc, écoute, si tu vends très bien. Nous, on est parti à la précommande. On s'est dit, on ne va pas commencer à faire du stock chez nous parce que de toute façon, on n'a pas de place. Donc, on est parti à la précommande. On a eu des gens qui ont payé en ligne et qui ont acheté leur calendrier, qui sont venus le récupérer le jour du vernissage. Ensuite, on a eu des gens, le jour du vernissage, qui se sont dit « Waouh, j'adore le projet, j'achète au coup de cœur ». Donc, on en a vendu sur place. Et après, par la suite, on a fait 2 semaines de promotion en ligne sur les réseaux et on a vendu pendant 2 semaines, quelque part, tout le reste du stock du mini-stock qu'on avait fait au début. Et après, on en a recommandé pour ceux qui nous reprenaient des calendriers. Donc, il ne faut pas non plus partir sur des idées de folie. Le premier, ça ne peut pas être un danger non plus, mais c'est quand même un risque à prendre. Il faut quand même investir un peu et essayer de gagner en conséquence ou au moins de rembourser ce que tu as acheté. Génial, j'adore vraiment ton état d'esprit et surtout le fait de montrer qu'au début, c'est OK de se laisser porter par son instinct, par son intuition. Et même si tu n'as pas fait un business plan ultra carré, tu as suivi ce que te disait ton cœur et ça t'a permis de faire ce dont tu avais envie. Et ça montre beaucoup d'espoir aussi à ces femmes qui ont un projet de cœur, qui n'osent pas se lancer parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'elles n'ont pas le financement. Et là, toi, tu as montré que justement, avec cette expérience, ça t'a permis d'apprendre pour ta première édition et peut-être après, sur l'édition suivante, de rebondir sur cette expérience, sur ce mini... Prendre l'expérience, tirer des leçons de ce que tu as fait avant. J'interviens et puis je rebondis sur ce que tu es en train de dire par rapport à ces femmes qui ont envie. Honnêtement, c'est rarement le bon moment. Il y a toujours quelque chose qui fait que tu vas être arrêté par quelque chose ou tu vas freiner des cas de fer parce que tu vas te dire « Ah, j'ai peur, donc je ne vais pas le faire ». Donc, ne pensez pas que c'est le bon moment, qu'on s'est réveillé un matin comme ça et qu'on s'est dit « Ah, c'est le bon moment ». Non, en fait, ça y est pas, c'est pas le bon moment. C'est juste l'idée qu'aujourd'hui, on va en faire un tout petit peu plus que ce qu'on a fait hier. Et puis un peu plus chaque jour, ça fait que le bon moment, il arrive presque pas par magie, mais en tout cas, les premiers signes viennent te dire « Ok, vas-y, lance-toi ». Et en fait, c'est plus tu attends de te lancer, moins tu vas le faire.
Et justement, le bon moment pour toi, quel a été ton premier signe alors te lancer? Déjà, c'est vrai que le calendrier Pirelli a été une inspiration parce que c'est un calendrier qui est magnifique et qui est vraiment d'un autre type de budget. On est vraiment sur une entreprise du luxe, donc ça fait toujours rêver les petites filles de voir des choses qui brillent. Donc effectivement, le calendrier Pirelli était une inspiration, mais moi, ce qui m'a inspiré aussi et avant tout, c'est tout ce que j'avais vu avant dans les magazines et de me dire un jour, et pourquoi pas moi? Alors oui, bien sûr, demain, faire la une d'un magazine, ce serait le bonheur et c'est extrêmement sympathique pour l'estime de soi, etc. Mais en fait, le fait de pouvoir s'identifier, c'est encore 1000 fois mieux. Je crois que c'est encore mieux que d'être sur la une d'un magazine. Le fait de pouvoir être fier de qui on est et de pouvoir le dire à tout le monde et d'emmener les gens dans cette même dynamique, je crois que ça vaut toutes les unes de magazines du monde parce que justement, on a envie d'être reconnu pour ce qu'on fait, mais on travaille aussi énormément pour ça. Donc, il n'y a pas eu de vrai bon moment, il y a juste eu une opportunité de faire et je me suis dit, OK, si c'est pas moi qui le fais, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ma place. Et ça vaut d'ailleurs tous les domaines, que ce soit de faire un calendrier ou créer sa propre ligne de vêtements. Si quelqu'un d'autre l'a fait, il n'y a pas de raison que toi, tu puisses pas le faire. C'est un message porteur de sens pour justement, pourquoi pas toi et donc pourquoi pas vous à un moment. Et ceci sans vivre dans le monde des bisounours. Il y a quand même une certaine réalité. Il y a des femmes qui ont des enfants, il y a des femmes qui ont de grandes familles dont il faut s'occuper, etc. Il y a des femmes qui ont des histoires totalement différentes de la mienne, de la tienne, et qui pourtant font des milliers de choses. Et donc, pour celles qui ont envie de se lancer, on est toutes là pour se serrer les coudes et pour être toutes ensemble. Donc, si tu as envie de te lancer, écoute, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas t'aider, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas te booster. Et notre expérience, on vient la raconter pour que toi aussi, tu aies envie de faire. Exactement, c'est vraiment ce message de sororité et le fait de se serrer les coudes. Parce que c'est vrai que je ne sais pas si tu expériences ça en entreprise ou tu as déjà expérimenté ça, mais c'est vrai qu'entre femmes, parfois, on a tendance à, quand on gravit les échelons, d'adopter une attitude un peu plus masculine et de moins se serrer les coudes, alors qu'il y a beaucoup plus flagrant dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je t'ai rencontré, c'est que on parle plus de femmes d'égal à égal et on essaie de comprendre nos histoires et de se serrer les coudes, comme tu dis. Et c'est vraiment Absolument. quelque chose qui m'a marqué. Est-ce que toi, comme tu vis à la fois la double casquette de salarié et d'entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose que tu remarques aussi dans ton quotidien? Absolument. Alors, tant dans le monde des salariés, je trouve même parfois, et c'est difficile de le constater, mais cette mauvaise concurrence qu'il peut y avoir entre les femmes, plutôt que de céder, d'être plutôt sur un espèce de piédestal d'ego, et que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde du salariat, effectivement, c'est vrai que c'est compliqué de voir des femmes qui se font concurrence au lieu de céder et d'avancer ensemble. Donc, moi, j'ai plutôt un comportement de leader, mais pour autant, mon but premier, c'est de pouvoir travailler ensemble, d'avancer ensemble, de pouvoir booster celles qui n'y arrivent pas et de pouvoir aider celles qui sont en train, tu vois. Et moi, en fait, ce que j'aime et ce que j'appelle toujours, je leur donne toujours ce mot de puissance. Moi, ce que je vois chez une femme qui entreprend, même dans le monde des salariés plutôt, ce que j'aime et ce que j'aime mesurer, c'est la puissance d'une femme quand elle a un projet et qu'elle le porte comme on porte un enfant. Et je pense que ça demande une force et une énergie dingue, en sachant qu'en plus, on pense à 1000 choses à la fois, un peu tous les jours. Tu n'as pas que ta carrière à penser. Tu as aussi ta vie de famille, tu as aussi ta vie de femme. Et puis, il faut aussi réussir un peu partout, parce que ça, c'est la pression qu'on a tendance à se mettre toutes et chacune. Et effectivement, moi, ce que j'espère pouvoir faire, c'est d'avancer ensemble et de pouvoir être des forces vives, de pouvoir se dire, OK, moi, je sais faire ça, toi, tu sais faire ça, écoute, faisons ensemble et on en tirera 1000 fois plus de bénéfices que si on faisait chacune de notre côté. Quel beau message à nouveau. Comment est-ce que toi, tu gères ton énergie au quotidien, d'autant plus que tu as plusieurs projets? On a parlé beaucoup du calendrier, mais je suis ton actualité avec tous les shootings que tu réalises. Et il me semble que tu as d'ailleurs fait la une d'un magazine il y a quelques temps. Comment tu gères ton énergie et comment tu trouves ton équilibre dans ton quotidien? Écoute, autant je suis quelqu'un d'énergique, j'ai la pêche de bon matin, je peux sauter du lit et danser dès le matin sans aucun problème. Mais par contre, quand c'est le moment de se reposer, l'idée, c'est d'être là
pour personne. C'est une journée que je m'accorde tous les mois. Ça peut être un jour posé en pleine semaine auprès de mon chef ou de ma chef et de dire, OK, aujourd'hui, c'est un jour off, je le pose une fois par mois et c'est un jour en semaine où je vais aller m'occuper de moi. C'est mon jour off, en fait. Ce jour-là, mon téléphone est éteint. Je vais manger au resto toute seule. Je vais faire un bon ciné ou alors je vais faire un massage ou je vais aller dans un bon hammam. Et ce jour-là, c'est la journée qui est autour de moi. Il n'y a pas d'égocentrisme, il n'y a pas d'égo trip dans ce que je te raconte. C'est juste que si moi, je le fais pas pour moi, il n'y a personne qui va le faire pour moi. C'est souvent ce que je dis à des copines. Je leur dis, quand je te pince, il n'y a personne qui peut avoir mal à ta place. Il n'y a que toi qui peux savoir combien ça peut faire mal. Et ben en fait, c'est la même chose avec le bien. Il n'y a personne qui peut savoir combien à toi ça peut faire du bien d'aller dans un hammam ou d'aller se faire un bon massage ou de recevoir une masseuse professionnelle à domicile et d'avoir ce moment pour toi. C'est tellement précieux. Ça te permet d'avoir une vraie introspection sur ce que tu as fait avant, sur ce que tu fais maintenant et ce que tu vas faire avec cette nouvelle énergie. Donc, prendre soin de soi, ça peut passer par 1001 formules et chacune trouve la sienne. Mais effectivement, je pense qu'il n'y a pas plus précieux pour récupérer de la bonne énergie. Je trouve que la journée off, c'est une solution parmi tant d'autres, mais c'est une solution qui fait du bien, en tout cas moi qui me va très bien, et surtout ça te permet de rebondir et de repartir dans le bon sens. Ça donne des idées, ça, pour la journée qu'on s'accorde comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire quand on est une femme multicasquette. Et puis j'ajoute un petit truc, c'est que si tu attends qu'une copine vienne avec toi parce que tu veux pas le faire seule, et ben en fait tu vas attendre toute ta vie parce que les copines elles sont pas toujours disponibles en même temps que toi. Les copines elles ont aussi plusieurs casquettes et du coup si tu attends après elles, et ben en fait tu le feras jamais. Donc c'est vrai que ça peut demander un peu d'effort d'aller toute seule manger dans un resto ou d'aller au cinéma toute seule. Il y a plein de mes copines qui veulent pas le faire, mais une fois qu'elles l'ont fait, après elles me disent non mais je vais refaire ça 1001 fois parce qu'en fait il y a rien qui a été gênant, il y a personne qui m'a regardé et en fait j'ai vachement apprécié le film parce que personne me parlait à côté et en fait aujourd'hui elles y vont toutes seules et moi c'est ma petite victoire, je trouve ça géantissime. Alors à nous le mouvement des femmes qui se donnent du kiff toutes seules. Ouais, exactement. Exactement. Il n'y a pas mieux que de kiffer. Peu importe quand, comment et où, mais le but du jeu dans la vie, c'est de kiffer, d'être aligné, d'être en harmonie. Tout ça, pour moi, c'est des choses qui sont tellement importantes. Au moment où il n'y a plus tout ça, ça veut dire qu'il ne faut plus faire. Ça veut dire qu'il faut t'arrêter, il faut faire autre chose. C'est quelque chose d'intéressant que tu dis par rapport à l'écoute, le fait de s'écouter et de savoir quand est-ce qu'on est aligné, quand est-ce qu'on kiffe ou qu'on kiffe pas. Et justement, ça fait partie aussi des émotions qu'on est amené à vivre quand on développe un projet. Et dans le développement de ton projet, on dit que il y a les vagues de l'entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Et on montre souvent les côtés hauts, strass, paillettes, surtout sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des côtés plus bas, plus down. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les émotions que tu as traversées pour lancer ton projet, pour que ça puisse inspirer et surtout montrer la réalité de ce qu'on traverse quand on lance quelque chose d'envergure comme ça? Alors écoute, c'est carrément un ascenseur émotionnel, c'est carrément un séisme des émotions et je n'ai pas l'impression d'exagérer quand je te parle de tout ça. C'est encore compliqué pour moi malgré mon expérience de gérer mes émotions, mais j'essaye de les accueillir du mieux possible. Mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est même pas des hauts et des bas. Des fois, c'est carrément la chute féroce, peut-être pas aux enfers, mais en tout cas, c'est vraiment la chute où tu sens ce que c'est d'être à terre, au sol et de te dire, il y a que moi qui peux me relever parce que de toute façon, si tu veux que ça marche, il faut te relever toute seule. Donc, il y a des fois, c'est difficile de se relever. On se relève que d'une main et puis des fois, on y met une jambe supplémentaire et quand on se relève et qu'on est debout, on se dit, OK, ça y est, maintenant, je suis revenue sur mes pattes et je me remets au travail. Mais effectivement, l'entrepreneuriat entre les banques qui t'appellent, qui ne veulent pas te financer, les gens qui te disent, ah, mais vous êtes une junior, vous n'avez pas d'expérience. Alors du coup, nous, on veut des gens qui ont de l'expérience. Je suis là pour me faire mon expérience. Je suis là pour être sur le marché de l'entrepreneuriat et je suis une junior. J'ai besoin d'avoir votre aide et en fait, effectivement, vous ne me donnez pas ma chance. Donc, il faut aller taper à toutes les portes. Il faut essayer de garder un maximum de confiance en soi et surtout, il faut jamais, jamais cesser de croire en notre projet. C'est nous qui l'avons pensé, c'est nous qui l'avons dessiné. Donc, aujourd'hui, il faut toujours avoir son projet sous le bras et le porter à bout de bras autant que possible parce qu'en fait, au moment où tu vas être dans les hauts, que ça va être les strass et les paillettes, et ben à ce moment-là, tu sais aussi pourquoi tu as été si bas et la fierté que tu as pu avoir de te relever. Effectivement, il y a des moments où on pleure toute seule sur son canapé et on dit « je suis
suis nulle, ça va pas marcher et demain je vais pas y arriver. Et le lendemain, c'est un nouveau jour. Et quand le nouveau jour est là, le soleil s'est levé, donc il n'y a pas de raison que tu te lèves pas toi aussi. Du coup, tu es mannequin grande taille et tu parlais aussi de tes origines, le fait que tu es entre l'Inde et le Vietnam. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez novateur, on va dire, dans le monde de la mode où, quand on regarde les clichés, c'est un peu les blancs, blonds, hyper filiformes. Comment est-ce que tu as réussi à faire passer un projet hyper novateur et qui prône la diversité comme ça? Aujourd'hui, je ne pourrais pas encore te parler de réussite parce que je n'en suis pas au point haut de la réussite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant que mannequin grande taille, je ne travaille pas autant que je le voudrais. C'est-à-dire que quand tu es blonde aux yeux bleus et que tu es le profil de la femme française en France, tu travailles beaucoup. Il y a des mannequins en agence qui ont des contrats, qui vivent de ça, qui vivent professionnellement du métier de mannequin grande taille. Mais quand tu as des origines, quand tu es hors de la norme des mannequins et que tu as envie de t'imposer, que tu as envie toi aussi de pouvoir exister, on n'en est pas à l'aboutissement complet aujourd'hui du métier de mannequin grande taille parce que ça tâtonne encore beaucoup. Les entreprises ont telle ou telle idée de ce qu'elles ont envie de vendre. Et effectivement, on ne va pas tout de suite penser à l'indienne, on ne va pas tout de suite penser à la fille qui a des cheveux crépus, ou on ne va pas tout de suite penser à la fille qui a des taches de rousseur. Celle qui a des taches de rousseur, c'est souvent une gueule, comme on appelle dans le monde de la mode, parce que c'est un profil à part. L'indienne vietnamienne qui a une poitrine généreuse, qui a des formes, ou qui ne va pas avoir la couleur de peau qu'on attend, ça va être au départ un modèle à part. Donc les modèles ethniques, comme on appelle. Et puis après, au fur et à mesure, à force de se faire voir avec d'autres personnes, à force de se faire voir avec d'autres origines, et surtout à force de se faire voir aussi avec le mannequin type blond aux yeux bleus, j'ai fait beaucoup de shooting en duo, et bien sûr, il y avait un intérêt derrière, mais c'était l'idée de pouvoir montrer encore plus la diversité et de pouvoir être en groupe avec toute forme d'ethnie, de façon à mélanger un peu les genres, de façon à mélanger un peu les silhouettes et surtout de pouvoir aussi avoir accès à plus de travail. Mais aujourd'hui, on n'en est pas à la réussite 100%. Je dirais qu'on est à 60-70% et que ces 30%, ils sont nécessaires pour pouvoir encore plus amplifier notre travail et surtout encore plus nous faire connaître. Et qu'est-ce qui te manque, tu crois, justement, pour que ce soit une réussite totale? Il faudrait pour ça que la mode grande taille, il faudrait plus être mannequin grande taille, il faudrait être mannequin. C'est-à-dire que tu travailles et que ton image est ton outil de travail. Et du coup, tu es mannequin, tout court. Aujourd'hui, on est encore mannequin grande taille parce que c'est pas encore dans les normes, dans les mœurs, de pouvoir avoir n'importe quelle marque qui prend n'importe quel modèle. Donc, aujourd'hui, comme on travaille ce body positif, comme on travaille cette diversité des ethnies, des corps, de l'image, etc., on est encore mannequin grande taille. Donc, je dirais que ça ira mieux et très bien dans un monde du futur où on sera juste mannequin. Ça, ce serait top. Je le compare toujours à l'image d'un jean. J'aimerais pouvoir aller m'acheter un jean. C'est un achat qui est tellement commun, tellement banal. J'aimerais pouvoir aller m'acheter un jean et trouver un rayon où il y a un 34 et un 60 qui sont tous pliés sur une étagère, mais c'est la même étagère et c'est le même jean du 34 au 60 ou même 64 ou même plus encore. Et ça, il y a encore, par chance, il y a au moins une ou deux marques que je connais qui font ce genre de choses, mais j'aimerais que ce soit partout. C'est pas du faux espoir, c'est pas l'idée de promouvoir, comme je disais, ce monde des bisounours où tout est rose et tout est parfait. Mais comme on n'est pas encore arrivé à la norme, effectivement, ça prend encore son temps et on fait tout. Et ça, c'est le bon des réseaux sociaux. On a beaucoup de personnes qui influencent dans ce sens et qui vont apprendre aux gens ce que c'est de porter un jean en taille 48, ce que c'est d'avoir des formes qui dépassent d'un jean quand on l'attache, ce que c'est de pouvoir porter de la lingerie et de l'adapter à une poitrine qui est beaucoup plus forte que celle des autres, par exemple. Et donc, en fait, effectivement, le pouvoir des réseaux sociaux, c'est de montrer l'image. Effectivement, on a besoin de briller, on a besoin d'être toujours très positif sur les réseaux sociaux, mais on raconte aussi nos galères, on raconte aussi ce qu'on vit. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on dénonce un peu plus facilement qu'avant. En tout cas, on dit oui à la diversité et au fait que la réussite et le fait de faire évoluer les choses
sont ouvertes à toutes les femmes, quelle que soit leur origine, leur religion, leur taille, leur couleur, peu importe. C'est vraiment, moi, ça, le message que je veux porter. Et c'est aussi dans les invités que je souhaite aussi mettre à l'honneur parce que c'est un message hyper, hyper fort et important pour moi de montrer ce chemin qu'on peut faire tout ensemble. Absolument. Et si on continue sur ton parcours, tu as certainement dû dire non à des choses pour pouvoir dire oui à autre chose. Peux-tu nous partager cet élément qui peut-être était marquant pour toi? Écoute, ce qui est marquant, et ça l'est toujours aujourd'hui, malgré 12 ans d'expérience, c'est que il y a certaines personnes qui décident d'en montrer un peu, puis d'autres qui décident d'en montrer beaucoup. Et puis celles qui en montrent beaucoup, beaucoup ont aussi le succès attendu sur les réseaux sociaux et j'en passe. Et elles ont aussi bien plus de possibilités que moi d'accéder à certaines portes que moi, je ne peux pas franchir aujourd'hui parce que j'ai décidé que, OK, on pouvait en montrer, on pouvait se montrer, on pouvait montrer son corps, mais sans forcément avoir besoin d'être nu, sans forcément avoir besoin de sexualiser les différentes parties de notre corps pour pouvoir nous vendre. Et ça, c'est ce que je trouve un peu malheureux. Je respecte le travail de celles qui font bien ce job et qui mettent le corps plutôt au service de l'art. Mais effectivement, les corps étant très sexualisés et encore plus de nos jours, effectivement, j'ai dû dire non à l'idée de devoir poser nu pour le premier photographe qui venait, qui n'était pas en mesure de pouvoir prouver l'expérience qu'il avait en tant que professionnel de la photo. Malheureusement, il y a beaucoup de voyeurs, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui peuvent même te sortir complètement de ton projet ou de ton trajet professionnel parce qu'ils te font faire n'importe quoi. Et c'est un petit monde, la mode grande taille, donc on sait un peu ce que font chacune. Et effectivement, il y a eu des moments où il a fallu dire non. Une robe qui peut être trop courte sur une femme qui est très en forme, qui est très voluptueuse, ça peut très vite avoir des travers et en fait tu peux retrouver ces images-là là où tu les attends plus, c'est-à-dire sur certains sites mal intentionnés. On a eu des expériences comme ça de femmes qui ont voulu poser pour des photographes et en fait on a retrouvé leurs photos sur des sites très 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 sexy. Et effectivement, il y a eu des moments où il a fallu dire non. Il a fallu dire non aussi à certains boulots qui demandaient une énergie folle et qui n'étaient pas rémunérés. Parce qu'aujourd'hui, comme on n'est pas un métier si bien reconnu, effectivement, il y a des gens qui profitent et qui te demandent du gratuit. Et je suis bien contente, j'ai pas de regret là-dessus d'avoir dit non certaines fois parce que ça m'a ouvert d'autres portes ailleurs. Et justement, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? La plus grande fierté, c'est de regarder mon book. Quand je vois que j'ai commencé il y a 12 ans, effectivement, j'avais d'autres traits, j'avais les cheveux plus longs, plus courts, etc. Mais quand tu regardes l'addition de toutes ces expériences, waouh, des fois, je suis émue. Je me dis, écoute, il y a des gens avec qui j'ai travaillé, que je connais encore aujourd'hui, et je suis ravie, je suis hyper honorée d'avoir pu être une part de leur expérience, de leur travail. Et puis, ça m'est arrivé de retrouver, donc de voir mes photos dans des vernissages, dans des expositions, et d'avoir connu ces artistes-là, vraiment, c'est une grande fierté. Et je trouve que au-delà de la fierté d'être et de se voir en photo, ça a été aussi une belle thérapie parce que quand tu te vois en image, il n'y a rien de mieux pour voir ce que tu as comme bon côté, belles choses mises en valeur, et puis voir aussi certains défauts et de te dire, voilà comment je corrige le tir, comment je pourrais me mettre encore mieux et encore plus en valeur au travers de la photo. C'est quelque chose que je conseille à toutes les personnes qui ont envie, en fait, qui ont des petits doutes sur leurs images, de pouvoir être pris en photo. Parce qu'aujourd'hui, dans cette génération selfie, on va se mettre comme ceci, comme cela, c'est nous qui sommes les acteurs avec notre propre téléphone. Mais quand quelqu'un te prend en photo, c'est au travers de ses yeux. Et je trouve qu'on appelle ça la photothérapie, et c'est pas pour rien. Je trouve que de se voir en photo, il y a rien de mieux pour pouvoir s'étudier. C'est au moins une partie de l'étude de ton physique que tu peux faire via la photo. Et d'ailleurs, justement, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas se voir en photo parce que il y a ce côté d'acceptation de soi ou d'estime de soi qui n'est pas forcément au top pour chacune d'entre nous. Quel conseil tu pourrais donner justement par rapport à l'expérience que tu as eue pendant 12 ans pour poser face à l'objectif, pour gagner en estime de soi? Parce qu'on est dans l'être, là, du coup, on n'est pas dans la confiance en soi qui est plus le faire, que je précise ici. Quel conseil tu pourrais donner Mon conseil premier, c'est de se faire accompagner. Ça peut être n'importe quel accompagnement. Il y a plein de personnes bien intentionnées, bienveillantes, qui sont là pour
te conseiller sur ton image sont des personnes qui vont te dire, écoute, le rouge, les couleurs chaudes, le violet, enfin certaines couleurs vont aller mieux que d'autres. Elles vont travailler avec toi ton image, elles vont travailler aussi, elles vont te donner un vrai entraînement sur la façon dont tu veux paraître à l'extérieur. Quand tu vas à un entretien d'embauche, quand tu vas donner une conférence à un plateau d'étudiants, et ben tu sais pas comment t'habiller parce que tu doutes de la personne que tu vas être en face de ces étudiants. C'est toujours, c'est une expérience que moi-même j'ai vécue et c'est toujours très impressionnant de se dire je vais porter ceci, mais en fait je sais pas trop. T'es devant ton armoire et tu sais pas quoi mettre. Donc je pense que l'accompagnement c'est hyper précieux. Ça peut être de la thérapie aussi. Il y a des psychothérapeutes qui travaillent l'image de toi, qui travaillent ton estime, qui vont aller chercher un peu plus loin dans ton passé des expériences qui ont peut-être été marquantes ou choquantes pour toi et qui vont retravailler en allant un peu plus en arrière pour aller mieux en avant. Et je trouve que cet accompagnement plus psychologique, il est nécessaire des fois parce que quand on réfléchit toute seule et qu'on va pas forcément très bien, on peut être flouté et on peut être dans la mauvaise direction parce qu'en fait, on se parle à soi-même et qu'il n'y a pas quelqu'un d'extérieur qui intervient ou qui interagit pour que tu ailles mieux par la suite. On s'auto-analyse et des fois, on s'auto-sabote et des fois, on fait n'importe quoi parce qu'on va mal et en fait, on se dit, j'ai pas plus avancé. Je me suis parlé, mais est-ce que je me suis vraiment entendue? Donc, le côté psychique, psychologique, mental, je pense que c'est super important. Après, les personnes qui sont à ton service dans le métier de l'image, les personal shoppers, les gens qui vont venir faire les boutiques avec toi, qui vont te dire « Ah, écoute, moi, je te vois bien porter ça. » Il y a des fois, en fait, où tu vas dire non parce que tu n'es pas assez bien pour le faire. Et après, quand tu vas te retrouver toute seule devant ton armoire et que tu vas entendre à nouveau ce que la personne a pu te dire, des fois, tu vas te dépasser et puis tu vas faire un petit effort puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis un jour, tu vas changer de style et tu vas te dire, mais c'est moi qui porte ça. Et en fait, c'est canon parce que tout ça, c'est aussi, ça fait partie de ce cheminement pour grandir. C'est un super outil de développement personnel que tu nous partages là. Et justement, en parlant de développement personnel, de mantra ou de phrases fétiches, est-ce qu'il y en a une qui t'a accompagnée tout au long de ton parcours et que tu voudrais nous partager? J'ai pas de phrase toute faite. La seule chose que je me dis, c'est pour moi, la chose la plus importante, c'est que quand tu vas bien avec les autres. Quand tu aimes mieux les autres. Et quelque part, tu es même aussi mieux aimé par les autres. Donc, je pense que l'idée de travailler son intérieur, sa maison, comme je l'appelle, tu vois, quand tu vas bien de l'intérieur, il y a rien qui va aller mal à l'extérieur. Et je pense en fait que la construction, le côté bâtir sa propre maison au travers de son corps, de son cœur, de son âme, le fait d'être aligné, ça peut être une image, mais en fait, quand tu suis ça, quand tu suis cette quête de l'harmonie et cette quête de l'alignement, après, quand tout est aligné, tu le sens et tu te dis, OK, je suis prête à conquérir le monde un peu plus chaque jour. Et c'est très important de prendre soin de soi parce qu'il n'y a rien qui va sans la santé, il n'y a rien qui va quand on va mal, nous, intérieurement. Et en fait, je pense qu'on accomplit de plus grandes choses après à l'avenir. Quel conseil tu aurais aimé à te donner à la toi d'il y a 12 ans, justement? Il y a 12 ans, j'aurais voulu faire plus appel aux autres, plus demander de l'aide. Il y a des fois, tu te mets tes propres barrières parce que tu te dis non, si je lui demande à elle est tellement connue, elle est tellement reconnue dans ce qu'elle fait qu'elle n'aura pas le temps pour moi. Et en fait, plus tu vas te mettre ces freins, et moins tu vas demander. Et en fait, cette personne à qui tu penses, un jour, elle vient te voir et elle te dit « Mais attends, mais tu aurais dû me demander, j'aurais pu t'aider. » Et il y a 12 ans, j'aurais voulu être moins timide, j'aurais voulu être moins intimidée, parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Il y a des gens, des fois, que tu places sur des piédestals pas possibles parce que ils ont 150 000 followers sur Instagram, et après, ils te disent, tu sais, moi, pour commencer, j'ai dû acheter des followers, j'ai dû faire des choses auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Mais en fait, il a fallu, à un moment ou à un autre, il a fallu faire des choses différentes et aujourd'hui j'ai cette communauté qui me suit, mais avant tout c'est moi le bâtisseur de tout ce travail. Donc oui, effectivement, je pense que tu n'as rien à perdre à demander, tu n'as rien à perdre. Au pire, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire non, mais quand tu manques un peu de maturité ou quand tu débutes, le fait qu'on te dise non, des fois ça peut t'arrêter, ça peut te stopper net dans ce que tu fais au lieu d'avoir le boost pour continuer.
mais je pense que t'as rien à perdre. Fonce, vas-y. Il n'y a pas de raison si il y a quelqu'un qui peut t'aider et si il y a quelqu'un qui peut faire pour toi et avec toi. Ok, tu vas peut-être pas pouvoir payer tout de suite, mais au moment où ça va payer pour toi, tu seras dans la gratitude et tu pourras payer cette personne d'une façon ou d'une autre. Et en fait, tu pourras la remercier de tout ce qu'elle a fait pour toi. Justement, tu parles de demander de l'aide et de ne pas avoir osé. Est-ce que dans ton parcours, il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ton domaine ou dans un autre que tu voudrais nous partager? La première personne qui m'a inspirée s'appelle Ashley Graham. Elle était la mannequin internationale américaine, connue et reconnue pleinement pour ce qu'elle faisait. Elle s'est donné les moyens, elle nous a fait vivre son parcours et elle m'a énormément inspirée. Pour moi, c'était la Barbie du futur. C'était la poupée que j'avais jamais eue moi dans ma vie. Et en fait, c'était un être humain. C'était vraiment une vraie personne qui se donnait les moyens de réussir. Et j'ai toujours été hyper admirative de cette femme qui nous a vendu du rêve, mais qui en même temps a eu un parcours avec un investissement propre à elle, qui a su s'imposer dans ce monde de la mode grande taille et qui après, à mon avis, a inspiré des tonnes et des tonnes de filles qui se sont dit « Waouh, c'est géant parce que j'arrive à m'identifier à elle. » En plus, Ashley Graham, elle n'est pas vieille, elle n'est pas extrêmement jeune, donc c'est quelqu'un qui va être dans nos âges, dans notre génération, et qui aujourd'hui est devenue une maman splendide et qui du coup a un peu effectivement mis sa carrière en avant et qui après s'est dit ok, ma carrière maintenant est bien bâtie, je vais pouvoir devenir une maman sereine et je vais pouvoir continuer cette deuxième vie de maman tout en gardant tout le succès de ma carrière. En tout cas, tu as des étoiles plein les yeux quand tu en parles. Les auditeurs et les auditrices ne te verront pas, mais en tout cas, ça brille tes yeux. C'est génial. Bah oui, c'est important justement. Je trouve que tout domaine confondu, ce qu'il y a de plus beau, c'est de voir quelqu'un qui a justement les étoiles dans les yeux quand elle parle de l'homme qu'elle aime ou qu'elle parle de la carrière qu'elle a ou de la carrière qu'elle est en train de construire. Je trouve que c'est pour ça qu'on vit en fait. C'est pour ça qu'on se sent vivant quand on a un projet, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on devient son propre patron. Et quand on a eu des patrons pas forcément très sympathiques ou des patrons qui se sont permis d'abuser, de pas nous rémunérer à notre juste valeur, etc., aujourd'hui, tu deviens ton propre patron et du coup, tu vas être ton propre chef d'entreprise. Tu vas devoir te donner des ordres, avoir une certaine discipline de vie, une certaine discipline aussi pour avoir la forme et l'énergie. Et après, quand tu y arrives, les yeux brillent et le cœur bat vite. Et c'est aussi pour ça, c'est pour avoir aussi ces sensations-là qu'on devient entrepreneur. Et justement, tu dis de devenir son propre patron. Si je reviens sur le fait où tu es aujourd'hui entre salarié et entrepreneuriat, tu peux nous dire comment tu partages ton temps et où tu trouves le temps pour faire ta passion, qui est encore une passion aujourd'hui? Alors, j'ai des horaires de bureau assez classiques. J'ai pas cherché un emploi où j'allais travailler sur les 3-8 ou alors travailler à des heures complètement dingues parce que pour moi, la passion, elle fait partie de ma vie. La passion de mode grande taille, elle doit avoir une place un peu tous les jours dans ma vie. Donc, dès que j'ai du temps, quand je rentre du travail, quand je suis en week-end, quand j'ai du temps qui se dégage, il y a toujours une pensée pour la mode grande taille. C'est pas grave si aujourd'hui je fais pas grand-chose, mais ce week-end, par contre, j'ai 7 heures devant moi. Ces 7 heures-là, je vais les investir pour programmer des projets, pour me former, parce que c'est pareil, quand on est entrepreneur, bien sûr, on fait des choses avec l'expérience qu'on a, mais il n'y a pas mieux que de se former tout au long de ce parcours parce que ça peut apporter des cartes différentes. Aujourd'hui, se former sur les réseaux sociaux, ça reste quand même une des cartes les plus importantes parce que les réseaux sociaux, c'est tous les jours que ça change. Donc, il faut s'adapter, il faut vivre avec son temps. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, qui connaissent des choses sur les réseaux sociaux parce qu'elles y passent un temps fou. Et puis, il y a des personnes qui ont moins d'expérience sur les réseaux sociaux, mais qui ont beaucoup d'expérience dans la vie. Et ce sont ces expériences-là qui vont te servir de formation. Donc, j'essaye de m'accompagner de différents coachs, de différentes personnes qui travaillent déjà ou qui sont déjà des entrepreneurs. Et j'en profite pour demander conseil. J'en profite pour leur soumettre aussi des idées que j'ai pour mes projets. Et puis, de pouvoir effectivement me baser, m'imprégner de leur expérience pour apprendre aussi, pour lire un maximum et puis lire aussi des parcours qui sont inspirants.
Tu incarnes vraiment le fait que c'est possible d'oser se réinventer, c'est possible d'avoir une passion et d'avoir un emploi salarié aussi en même temps et d'avoir le fait que ce soit incarné ou intégré dans sa vie au quotidien. Donc c'est vraiment génial, je pense que ça va inspirer beaucoup de femmes. Du coup, on va passer à la partie le funk des idées. C'est une partie où on tord le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Et en fait, je te propose des débuts de phrases que tu complètes juste spontanément. Tu es prête? Je suis prête. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que ça pouvait être possible. C'est quand tu l'as fait que tu repenses à cette phrase. le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était Tu es une femme, tu ne peux pas tout faire et si jamais tu veux faire telle ou telle chose, il y a d'autres domaines qui vont souffrir, donc tu seras malheureuse toute ta vie parce que il faut penser à la famille, il faut penser à faire des enfants, il faut se marier et donc voilà, c'est le pire des conseils parce que une fois que tu penses que c'est possible, tu vas dépasser tout ça. avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était Que c'était long, que c'était difficile, que tu allais être toute seule et qu'il y a très peu de chances pour que tu y arrives. ma plus grande peur, c'était D'échouer. quand j'étais petite, je rêvais que je serais Que je serais à la tête de ma propre entreprise et que j'aurais des personnes qui travailleraient pour moi tout en étant autant passionnée. même si je suis une femme, justement, super occupée, je prends du temps pour moi Quand je me l'impose, en fait, je prends du temps pour moi quand c'est nécessaire. Et quand je pense que ça n'est pas nécessaire, je m'oblige à prendre du temps pour moi parce que je sais très bien qu'après, ça ira mieux. Du coup, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment? Ce qui me rend happy, c'est que j'ai l'impression qu'on commence tout doucement à revenir à la vie, peut-être pas la vie d'avant, parce que la vie d'avant, elle est derrière nous, mais que j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités qui s'offrent à nous en termes de liberté et en termes de construction nouvelle. Donc, ce qui me rend happy, c'est de reprendre mes activités. Super. Est-ce qu'il y a une habitude healthy ou bien-être de ta vie de femme, d'entrepreneur que tu veux nous partager? Une recette maison, toute simple, mais vraiment hyper simple. Tu prends des flocons d'avoine, tu prends de l'eau chaude, tu mixes tout ça, tu le passes dans une passoire ou un vieux collant que tu n'utilises pas et tu vas te faire un enveloppement tout chaud pour tes cheveux et pour ta peau et après tu rayonnes et je te garantis le résultat. Mais c'est génial, je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me dises qu'on se l'applique sur la peau. Je croyais que tu allais me dire et tu manges ça avec, je ne sais pas. Pas du tout. Et tu te fais un enveloppement comme si tu étais dans un institut pour lequel tu paierais une fortune. Qu'est-ce qui est le plus funky ou kiffant aujourd'hui dans ton quotidien? Ce qui est funky et kiffant, c'est la liberté que je me donne. Enfin, je me donne les moyens. Et je suis fière de ça. Et je trouve que c'est funky parce que tout le monde ne le fait pas, alors que pourtant tout le monde peut le faire. Génial. Du coup, est-ce que tu as un message final que tu souhaites faire passer? On en a beaucoup parlé pendant notre podcast, mais franchement, prenez vraiment, vraiment soin de vous et des gens que vous aimez, parce que je pense qu'il y a rien qui peut nous rendre plus heureux. Et en fait, plus vous allez vous aimer et plus ce sera encore plus beau et encore plus magique autour de vous. Donc, faites tout pour aller bien. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre toute une vie, mais en fait, au moment où vous y arrivez, après, c'est que du bonheur. Et où est-ce qu'on pourrait te retrouver si on a envie d'en savoir plus sur toi ou de faire appel à une mannequin tout court, en fait? Ouais, tout court, exactement. Écoutez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, majoritairement sur Instagram, sur le compte Julia Pajani. Vous pouvez aller voir mon calendrier si vous voulez. Il porte le même nom que le mien, donc The Pajani Calendar. Et après, tout autour de ça, il y a pas mal d'actus qui sortent sur les réseaux sociaux. Je suis aussi sur Facebook avec le compte Julia Pajani Plus Size. Pour le moment, il s'appelle comme ça. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est facile de me joindre. Et pour finir, est-ce que tu as une actualité que tu souhaiterais partager? Écoute, j'ai rencontré une marque magique. C'est une marque qui a décidé de se lancer dans la mode grande taille. Et si j'avais dû le faire, j'aurais fait comme eux. Donc, je vais m'engager pour toute l'année pour être consultante pour eux,
pour pouvoir les représenter aussi sur les vêtements à porter. Et c'est une marque 100% made in France qui va sortir avant l'été. Franchement, c'est une marque qui a tout compris et qui se lance avec passion dans la mode grande taille après 25 ans d'expérience dans la mode tout court. Et aujourd'hui, je pense qu'elle va rendre magnifique les femmes rondes et généreuses. Donc, il me tarde de vous montrer tout ça. Génial, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup Julia pour ce partage. Merci je pense à qu'il toi. sera inspirant pour beaucoup de femmes. C'est rempli de pépites, de conseils et d'authenticité. Donc je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happyslcfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy LC Funky au plus grand nombre.